J'appelle Romane Castelot. Mesdames et messieurs, chers membres du jury, cher public, bonsoir. On dit souvent que les grandes questions de l'humanité commencent par un doute. Un doute sur le monde, un doute sur soi-même, un doute sur les autres ou sur leur sincérité. Comprenez bien leur rapport à la vérité. Mais avant d'aller plus loin, permettez-moi un instant. Maman. Ah, maman. Toi qui es dans le public ce soir, toi qui es mon premier modèle, ma conseillère la plus fidèle, dis-moi, sincèrement, parce que tes vérités sont celles qui comptent le plus. Ma coiffure, ça va? Je sais pas. Est-ce que ça se remarque que je suis tétanisée? Mon rythme et mon intonation conviennent-ils? Oui, ok, je fais comme je le sens bien. Voyez-vous, on est tous un peu comme ça. Pour se rassurer sur le fait qu'on avance, on demande sans cesse l'avis d'autrui. Sur nos projets, sur nos choix, et même parfois sur notre façon de réfléchir, alors qu'elle devrait nous être totalement libre et personnelle. Bon, en restant dans les limites du respect et des valeurs communes, évidemment, cela va sans dire. Et pourtant, douter est machinal, universel et parfaitement normal. Nous avons tous besoin de repères, de regards bienveillants et d'approbation de la part de ces personnes qui nous aident à progresser tels des piliers dans nos vies. A contrario, il existe des moments où plus personne ne peut répondre à notre place. Des moments où la seule question qui compte est celle que l'on se pose à soi-même. Ou bien dans ce cas-ci plutôt, de s'exprimer au mieux en suivant la directive de la colle que M. Dumortier a soigneusement sélectionnée pour cette finale. Alors à cette occasion, Graham Greene, enchanté. Mais qui es-tu vraiment? Pour être sincère, je n'en ai aucune idée. Ton prénomen me dit vaguement quelque chose, mais je ne saurais même plus dire de quand. Néanmoins, suite à d'excellents conseils de mon entourage et d'à peu près n'importe qui de sensé, j'ai apporté plusieurs ouvrages. Durant mes heures d'écriture et de profonde réflexion, j'ai été donc accompagnée notamment d'un dictionnaire, qui m'a été bien utile. Selon ce dernier, tu es un écrivain britannique du XXe siècle, un auteur de romans d'inspiration chrétienne, mais dans lequel nous pouvions percevoir ta foi se teinter d'ironie. Tu as écrit un jour, je cite, « Dans les rapports humains, la bonté et les mensonges valent mieux que 1000 vérités. » Complexe. Pour moi, d'abord, le mensonge est une couverture. Pour masquer volontairement ce qu'on ne peut, voire ne veut, dire ou assumer au grand jour. Mais l'éloquence, un bon exemple, n'est-elle pas justement un moyen de masquer ces mensonges? Le débat existe. L'éloquence est-elle l'art de bien parler et convaincre, ou celui de tromper et discourir des heures durant pour au final ne rien vraiment dire? J'ai pu réfléchir à la question avec ma co-représentante de l'école ce soir, Sophia, lors d'une interview sur ce tournoi à l'école. Eh bien, je dirais que cela dépend de l'intention de l'orateur, bien que celle-ci soit également souvent cachée. Qu'en est-il de la bonté? Voyant l'actualité, je me demande si elle existe encore. Elle a, pour moi, été peu à peu remplacée par le profit. Loin de moi l'idée ni l'envie d'être pessimiste, mais pour moi, une date cruciale doit encore voir le jour avant de pouvoir parler de bonté ou de respect dans les rapports humains. Un nouvel octobre 1948. Je m'explique. Cette date, je suppose, vous évoque tous le même événement. Nous sommes à Paris, au palais de la Chaillot, et l'Assemblée générale des Nations unies crée, met en place et adopte officiellement la Déclaration universelle des droits de l'homme. Ma personnalité me pousse à souligner sans attendre que oui, celle-ci était déjà écrite et rédigée avec un grand H.
simple commentaire assez ironique vu la situation mondiale que nous subissons toutes et tous. Mais quel tournant! Mais quelle évolution! Le monde désormais ne sera que paix et courtoisie. Ah, non. Ces bien jolis mots d'une extrême précision ont été inscrits sur papier et dévoilés au grand public, certes. Cependant, pour moi, il n'en est rien. Et une question demeure depuis. Quand l'humanité aura-t-elle le plaisir d'enfin nous annoncer que oui, ces droits sont écrits, mais désormais aussi respectés, et ce, pour chacun. C'est-à-dire, oui, reconnaître la valeur des hommes. Excusez-moi d'encore insister sur cette lettre à caractère majuscule, je le rappelle. Et donc ces hommes, de ne pas les mettre à la rue, les laissant dormir sur le sol pour un temps et mourir inévitablement dès l'arrivée de l'hiver. Ne pas non plus laisser envisageable la situation actuelle du monde, qui s'apparente à une image telle qu'un homme qui travaille du lever au coucher du soleil, baigné dans un air de produits toxiques, parfois même accompagné de son petit garçon, de seulement 7 ans, pour plus de mains à la tâche, parce que l'enfant, lui, n'a évidemment jamais eu accès ni à l'éducation, ni à l'enseignement gratuit. Bien qu'au vu des hausses du Minerval, qui empêchent l'accès à l'université à de plus en plus d'étudiants et de nouvelles réformes concernant l'enseignement, on commencerait presque à croire qu'aux yeux de ceux qui nous gouvernent, plus notre savoir est grandissant, plus leur pouvoir et leur influence baissent. Quoi qu'il en soit, ce père de famille et son fils, ramenant donc à 2 l'équivalent de $4 pour nourrir leur fratrie de 6 enfants qui les attendent à la maison, alors que, au même moment, dans une toute autre partie de ce même monde, et ce pour la même somme, un autre père va acheter un t-shirt sur le site marchand de cette même entreprise de fast fashion pour son fils. Depuis le bord de la piscine, de sa piscine creusée, de sa résidence secondaire, naïvement pour économiser une dizaine d'euros, mais en laissant ainsi les dirigeants maintenir ce système qui leur convient si bien, mais sur lequel ils n'ont pas d'autre choix que de fermer les yeux au vu de la cruauté de ce qu'ils engendrent. Mesdames, messieurs, voici le monde dans lequel nous vivons tous égaux et sous les mêmes droits et devoirs. Finissons de décortiquer tes pensées, Green, en abordant les vérités. Mais d'abord, au fond, qu'est-ce que la vérité ? Vous demanderez Madame Prudhomme, ma professeure de CPC. Comme toi, Graham, elle nous a appris qu'il en existait un nombre infini et qu'elles étaient primordiales de, certes, s'en faire son propre avis, mais surtout de respecter chacune d'entre elles. S'il en existe tant, c'est parce qu'une vérité part toujours d'une croyance. Dans une société libre, chacun doit pouvoir croire. Croire en soi, en la science, en un Dieu, en plusieurs ou en aucun. Ce monde est grand. Il y a de la place. Malheureusement, ce n'est pas encore la même qui est attribuée à chacun. Toutefois, s'accepter l'un l'autre est bateau, je vous l'accorde, mais pourtant, elle reste surtout une base de bonne entente bien trop souvent négligée. Pourquoi l'humain n'empêche-t-il pas qu'une religion puisse en effacer une autre plutôt que d'imposer la sienne de force et au moyen de guerre ? Il suffirait d'apprendre pourtant. Apprendre et chercher à comprendre l'autre dans une discussion avant d'argumenter pour avoir raison et paradoxalement simplement avoir peur d'être en tort. Marx, je l'ai deviné grâce à un indice plutôt évident, est le fondateur du marxisme. Défini simplement, mais très justement par un finaliste de l'année dernière, il me semble, comme la lutte contre l'inégalité des classes. Selon Karl Marx, je cite, « La religion est l'opium du peuple ». Dans un recueil de citations philosophiques, il s'explique en affirmant que, selon lui, les croyances peuvent servir d'instruments de domination. Rien que ça. La religion est un sédatif, utilisé par le pouvoir comme un corset idéologique, facteur d'ordre et de stabilité.
Il n'en convient donc pas évidemment pour lui de lutter contre la religion en elle-même, mais contre la société, qui n'offre pas d'autre échappatoire que la religion pour trouver un sens à sa vie. Les meneurs ont tellement soif de pouvoir qu'ils ont transformé une croyance personnelle en business et en cause de conflits mondiaux. Peut-être que la vraie leçon de cette seconde citation n'est pas de nous donner une réponse à son tour. Elle est en réalité un rappel d'une chose simple. Un monde libre n'est pas celui qui pense la même chose. C'est celui qui accepte que quelqu'un, quelque part, pense autrement. Pour conclure, maman, merci d'être toujours présente, mais désormais je vais faire le choix d'apprendre à découvrir mes propres vérités, préférable qu'importe la situation au mensonge. Ce que je crois aujourd'hui, c'est que, assurément, les certitudes amenées par les réponses rassurent. Mais ce sont les questions qui nous rendent libres. Merci. Voici la question d'improvisation. On ne peut pas aider tout le monde, mais tout le monde peut aider quelqu'un. Ronald Reagan. Je répète. On ne peut pas aider tout le monde, mais tout le monde peut aider quelqu'un. Sans vraiment réfléchir, je partirai de l'exemple de ce petit colibri avec lequel j'ai grandi. C'est une histoire assez enfantine, mais qui fait... Je voulais vous l'expliquer, vous la présenter, excusez-moi. Donc il y a un grand incendie dans une forêt, je pense que tout le monde se situe à peu près. Un colibri prend simplement quelques gouttes d'eau et les jette sur cette forêt en feu. Et pourtant, on lui dit « mais ça ne sert à rien ». Il dit « oui, mais je fais ma part ». C'est bête, c'est un exemple assez commun, mais je pense que si tout le monde l'avait bien en tête à chaque moment de sa vie, pouvait croiser le chemin de quelqu'un qui en a besoin et simplement d'une main tendue, c'est pas rien. Alors aider quelqu'un, aider une ou deux personnes, c'est déjà ça. Et vous n'êtes pas obligé de vous inscrire au Médecins sans frontières pour simplement avoir une bonne conscience. Et donc voilà, sauver quelqu'un d'autre, ça peut même vous sauver vous-même. Merci.